En visitant l'une des grandes collections d'antiquités de Rome, Norbert Hanold avait découvert un bas-relief qui l'avait vivement intéressé. De retour en Allemagne, il s'était réjoui de pouvoir s'en procurer un excellent moulage. Depuis plusieurs années, celui-ci était accroché en bonne place dans son cabinet de travail, presque entièrement garni de rayonnages recouverts de livres. Le soleil couchant l'éclairait chaque soir pendant quelques instants. Cette sculpture représentait au tiers de la grandeur nature une jeune femme en train de marcher. D'où venait-elle? Où allait-elle? À vrai dire, le docteur Norbert Hanold, professeur d'archéologie à l'université, ne trouva dans ce bas-relief rien de spécialement remarquable. Ce n'était pas un produit du grand art de l'Antiquité, mais plutôt une œuvre de genre de l'époque romaine, et il n'arrivait pas à comprendre comment elle avait bien pu attirer ainsi son attention. Il sentait seulement que quelque chose avait fait impression sur lui dès le premier regard, et que cette impression était toujours aussi forte. Pour lui donner un nom, il l'avait appelée Gradiva, la femme qui marche. Norbert sentait bien qu'autre chose qu'un simple intérêt archéologique le poussait à penser si souvent à ce bas-relief. L'artiste avait-il saisi et représenté la démarche de Gradiva sur le vif? Norbert n'arrivait pas à donner une réponse satisfaisante à cette question. En fait, il trouvait exagérée la position presque verticale du pied droit. À chaque imitation du mouvement qu'il avait tenté sur lui-même, le pied qui restait en arrière n'adoptait pas une position aussi prononcée. Et pour employer un vocabulaire de mathématicien, disons que son pied, pendant le court instant où il ne bougeait pas, formait avec le sol un angle de 45 degrés seulement. Ce qui lui paraissait après tout être la position la plus naturelle et la plus adéquate au mécanisme de la marche. L'idée se fit chez lui qu'il pourrait bien procéder à certaines observations pour tenter d'éclaircir l'affaire. À présent, il roulait vers la capitale italienne, où il arriverait après un voyage d'une seule traite d'1 jour et demi. Pendant son voyage, Norbert fut entouré de volettements et de roucoulements comme s'il s'était trouvé dans un colombier roulant. Nombreux, les couples qui font ce voyage à deux pendant les jours et les semaines qui suivent leur mariage. Et ils ne rapportent à leur logis rien de plus que ce qu'ils n'auraient pu découvrir, ressentir et savourer en demeurant chez eux. La raison pour laquelle les femmes avaient pu choisir de tels hommes lui paraissait incompréhensible. Mais le motif pour lequel les hommes avaient porté leur choix sur de telles femmes lui paraissait plus mystérieux encore. Il n'y avait pas moyen de mettre en comparaison le sexe féminin contemporain avec la sublime beauté des œuvres d'art antiques. Aussi en vint-il à cette conclusion que si, parmi toutes les folies humaines, le premier rang revient au mariage, il convient néanmoins de réserver le sceptre de la folie à ces absurdes voyages de noces en Italie. Grete. Meine süße Grete. Auguste, mon amour. Grete, ma douceur. À Rome, troublé dans son sommeil par la proximité d'un couple d'amoureux qui occupait la chambre voisine de son hôtel, dérangé au petit matin par les cris des marchands encore plus stridents que chez lui en Allemagne, il s'enfuit aussitôt vers Naples pour ne retrouver au musée archéologique de la ville que d'autres couples mariés en voyage de noces. Mais en les écoutant, il comprit que ces tourtereaux n'avaient pas l'intention de nicher au milieu des décombres de Pompéi, mais de s'envoler vers Capri. Et tout à coup, venant de la maison de Castor et Pollux,
À droite. Il aperçut soudain Gradiva qui traversait la Via di Mercurio, en franchissant d'un pas léger les pierres volcaniques qui mènent d'un trottoir à l'autre. Malgré l'auréole que les rayons du soleil tissaient autour d'elle en fil d'or vaporeux, il reconnut son profil. Exactement le même que celui du bas-relief. Norbert se dirigea vers la maison de Méléagre. Sur le seuil, on pouvait encore lire le salut incrusté dans la pierre. Ave. D'un geste involontaire, Norbert avait ôté son panama avant de s'entendre dire en langue grecque Oteron atalantei, tu gater tu yasu, et Méléagre tu poie tu dienos. Tandis que deux pensées venaient à l'esprit de Norbert. Ou bien ce corps apparemment vivant n'était pas doué de parole, ou bien cette femme n'était pas grecque et ne pouvait comprendre ce qu'il lui avait demandé. Il risqua une deuxième question, mais en latin cette fois. Ton père était-il un citoyen d'origine latine, appartenant à la haute société de Pompéi? Si vous voulez me parler, faites-le en allemand. C'était vraiment étrange d'entendre ces mots de la bouche d'une femme de Pompéi morte depuis 2000 ans. Ou si seulement tu existais, si seulement tu étais vivante. Ne veux-tu pas t'asseoir toi aussi? Tu as l'air fatigué. C'est pour moi que tu as apporté cette fleur blanche. Et soudain, en contournant un des 4 angles du portique, il eut un sursaut qui le rejeta en arrière. À 6 pas de lui, assise sur un pan de mur assez haut, il aperçut Gradiva. Elle était juchée sur le mur comme autrefois sur la marche du temple. Mais aujourd'hui, dans la mesure où le mur était assez haut, ses petits pieds pendaient dans le vide, bien visibles avec leurs chaussures couleur de sable. Et on pouvait voir jusqu'à ses chevilles gracieuses sous le bord de la robe. Le premier réflexe de Norbert fut de fuir entre 2 piliers et de traverser le jardin en courant. L'être qu'il redoutait le plus au monde depuis une demi-heure venait brusquement d'apparaître. Le fantôme le regardait de ses yeux clairs et ses lèvres étaient en train d'esquisser un sourire moqueur.